Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Dialyse, la chaîne de podcast dédiée à la dialyse péritonéale et à l'hémodialyse. Aujourd'hui, pour nous parler de nutrition et dialyse péritonéale, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Hugo Bakis, néphrologue au CHU de Bordeaux. Docteur Bakis, bonjour. Bonjour à vous. Pour débuter, docteur Bakis, sur le plan nutritionnel, le patient en dialyse péritonéale est-il comparable aux autres patients atteints de maladies rénales chroniques ou présente-t-il des particularités spécifiques? Merci pour cette question qui est assez intéressante et qui a été élucidée récemment, puisqu'il a été mesuré le métabolisme basal, des patients en dialyse péritonéale. Il se trouve que leur métabolisme basal est le même qu'un adulte sain. Comme les patients qui ont une maladie rénale chronique, ils présentent une activité physique qui va être faible, 70 des patients en dialyse péritonéale étant inactifs, ce qui est autant que les malades rénaux chroniques de stade, 3 à 5 non dialysés, et ce qui est quand même mieux qu'un hémodialyse du fait d'une meilleure indépendance et autonomie avec la technique. Par contre, il y a une différence essentielle avec les autres, patients ayant une maladie rénale chronique, c'est la technique de la dialyse péritonéale en soi. En effet, il va y avoir, heu, du fait des dialysats qui sont riches en glucose, un apport en calories. On sait qu'en, dialyse péritonéale continue ambulatoire, l'absorption va être de 60 à 80 du glucose des poches, ce qui va représenter environ 100 kilocalories par poche. En dialyse péritonéale automatisée, c'est un petit peu moins, ça va jusqu'à 70 calories par poche, et donc c'est des calories qu'il va falloir compter dans l'objectif d'apport calorique quotidien recommandé de 35 kilocalories par kilo par jour. A contrario, il va y avoir une fuite protéique qui va se faire dans le dialysat avec une perte de 6 à 8 grammes d'albumine par jour. Cela va rendre d'une part l'albuminémie assez difficilement interprétable et d'autre part, ça va engendrer la nécessité d'une compensation. C'est pour cela que les recommandations de nutrition en dialyse péritonéale visent 1,2 g par kilo par jour de protéines, voire même plus en cas de péritonite. Bien sûr, toutes ces influences de technique vont être modifiées par le type de transporteur péritonéal, la tonicité des dialysats utilisés et le temps de contact des échanges. Merci, docteur Bakis. Alors, vous le mentionniez, les poches de dialysa en DP sont majoritairement à base de glucose. Quelles sont concrètement les principales conséquences métaboliques de cet apport? Bien oui, il va y avoir des conséquences qui vont être assez simples finalement, puisqu'il faut s'imaginer que les patients vont être quasiment 24 heures par jour, donc tout le temps finalement, en contact avec du glucose intrapéritonéal qui va être absorbé et métabolisé. Cette exposition au glucose importante va être à l'origine d'une augmentation de la masse grasse qui est visible lors de la première année d'initiation des dialyses péritonéales et qui peut être trompeuse dans l'évaluation nutritionnelle, puisque on voit un patient qui va prendre du poids, mais en fait ce poids va être de la masse grasse et non pas de la masse maigre. Chez les patients diabétiques, ça revêt une importance toute particulière puisque cela va engendrer un déséquilibre glycémique avec une augmentation des produits de la glycation avancée, une augmentation aussi des triglycérides et du LDL cholestérol. Finalement, toutes ces problématiques vont converger vers l'augmentation du risque de syndrome métabolique qui est plus fréquent avec cette exposition au glucose et qui est associé à la mortalité en dialyse péritonéale. Pour cette raison-là, il est important de réaliser une épargne en glucose chez les patients qui sont à risque, identifiés comme tels, notamment les diabétiques, les patients obèses. Et comment s'organise le suivi nutritionnel des patients en DP? Quels professionnels interviennent et à quelle fréquence? Bien, deux maîtres mots pour ce suivi nutritionnel, la régularité et la pluridisciplinarité. La régularité, parce que on estime la prévalence de la nutrition protéino-énergétique en dialyse péritonéale à 30 à 50. Donc c'est une pathologie, une complication qui est très prévalente, très importante. Et elle va être lourde de conséquences puisqu'elle va augmenter le risque d'échec de la technique de la dialyse péritonéale, le risque de péritonite, mais aussi le risque de mortalité. Les études estiment l'augmentation du risque de la mortalité fois 3 lorsqu'il présente une dénutrition protéino-énergétique en dialyse péritonéale. On rappelle que la nutrition est un critère de dialyse péritonéale adéquate, et donc la régularité, comme on l'entend, est une évaluation nutritionnelle à l'initiation, puis tous les 3 mois lors du suivi du patient en dialyse péritonéale, ce qui permet une évaluation longitudinale. Le deuxième mot, je le disais tout à l'heure, est la pluridisciplinarité, puisqu'il va y avoir plusieurs soignants au contact du patient qui vont avoir un rôle dans le dépistage et la prise en charge de cette dénutrition. Le patient lui-même qui va devoir connaître sa pathologie et participer à ce dépistage, mais aussi les infirmiers, les diététiciens et les médecins qui vont pouvoir récolter différents examens qui vont permettre de diagnostiquer cette dénutrition. Parmi les examens simples, on a des examens cliniques, comme le poids, et notamment l'évolution longitudinale du poids, qui, lorsqu'il est à la baisse,
va être un très bon critère. On va avoir aussi des critères de force, musculaire comme le hand grip ou la force de préhension. On va avoir des critères biologiques qu'on dose très souvent, mais dont il faut faire attention à l'interprétation puisque, on l'a dit tout à l'heure, l'albuminémie ou aussi le cholestérol vont être influencés par la technique de la dialyse péritonéale. On prête pas forcément assez attention, et c'est dommage, à la créatininémie qui en longitudinale est un très bon marqueur, la masse musculaire des patients en dialyse péritonéale. On a des examens un petit peu plus complexes comme la bioimpédancemétrie, qui, ne sont pas pour l'instant recommandés avec un haut niveau de preuve, dans les recommandations, en dialyse péritonéale, mais qui permettent d'évaluer sur un même examen la volémie et la composition corporelle des patients, tant sur la masse maigre et sur la masse grasse, ce qui en fait un examen assez intéressant, je pense. Et puis enfin, on a les diététiciens qui sont au centre de ce dépistage et de cette prise en charge nutritionnelle, notamment avec les relevés alimentaires qui vont permettre d'évaluer sur des rappels de 24 heures ou même de 3 jours, les ingestats des patients et de vérifier qu'ils ont des apports caloriques et protéiques qui rentrent dans les recommandations, de ces patients en dialyse péritonéale. D'après vous, docteur Bakis, quel rôle joue l'éducation thérapeutique dans l'accompagnement nutritionnel du patient en DP? Eh bien, je pense que c'est, quelque chose qui est central. La dialyse péritonéale est une technique de dialyse quotidienne à domicile et donc il nécessite une autonomie du patient. Et donc la nutrition doit s'intégrer dans cette autonomie. Donc l'éducation thérapeutique, finalement, elle va permettre aux patients de bien comprendre les enjeux nutritionnels spécifiques à la dialyse péritonéale, en intégrant notamment de l'activité physique, à comprendre l'impact du glucose, notamment sur ses glycémies pour le patient diabétique. Et il est fondamental pour l'adhésion, via l'éducation thérapeutique, d'ajuster, l'alimentation en fonction des goûts, de la culture et de la vie sociale des patients, tout en adaptant, la prise en charge nutritionnelle avec l'évolution de la technique quand le patient a une péritonite, qu'il est en dialyse péritonéale continue ambulatoire ou en dialyse péritonéale automatisée. Finalement, ce n'est pas un régime imposé, ça va être un apprentissage qui rend le patient acteur de sa dialyse péritonéale adéquate via la nutrition. Et en pratique, comment mettons en œuvre une véritable prise en charge holistique du patient en DP, intégrant les multiples facteurs qui influencent son état nutritionnel? Oui, vous faites bien de le souligner et c'est majeur puisque, la nutrition ne peut pas être prise en charge isolée du reste et isolée du patient. On a besoin d'une prise en charge holistique qui tient compte de l'ensemble des comorbidités du patient. En effet, on a des patients face à nous qui sont des patients malades rénaux chroniques et donc ils vont avoir plusieurs complications qui vont entraver leur état nutritionnel et qu'il faudra prendre en charge. Je pense par exemple à l'acidose métabolique, dont la correction a montré un véritable avantage nutritionnel en dialyse péritonéale. Je pense aussi à la surcharge d'hydrosodé, qui est fréquente et qui concerne 50% des patients en dialyse péritonéale. Il faut donc vraiment traiter cette surcharge hydrosodée, puisque plus le patient va présenter de surcharge, plus il va avoir un risque de développer une dénutrition protéino-énergétique. Donc il faut faire attention, comme chez tous les patients malades rénaux chroniques, à avoir des apports en sel aux alentours de 6 grammes par jour, à favoriser la bonne dose de diurétique et à favoriser la fonction rénale résiduelle. Ça me permet de parler de la fonction rénale résiduelle qui est très chère aux patients dialysés péritonéales et qui va être associée, lorsqu'elle est conservée, à une amélioration de la nutrition et des paramètres nutritionnels des patients. D'une part, via son rôle dans le contrôle volémique, comme on vient de le dire, mais aussi d'une part par la clairance des toxines urémiques de moyen poids moléculaire. Et ensuite, on voit donc un patient en dialyse péritonéale, on voit un patient malade rénal chronique, mais on a vraiment un patient face à nous qui a des problèmes extra-rénaux qu'il faudra considérer. Je pense à 3 qui ont été décrits dans la littérature. Le premier étant la parodontopathie, puisque les patients, qui ont des pathologies buccales vont avoir un risque plus élevé de dénutrition, mais aussi d'inflammation chronique. Donc il a été montré que les patients qui ont une parodontopathie vont avoir une albuminémie qui va être plus basse, avec un risque de péritonite, plus élevé. Il va y avoir aussi les troubles de la vidange gastrique qui peuvent atteindre jusqu'à 50% des patients en dialyse péritonéale par des mécanismes qui sont pour l'instant mal élucidés. Et ces problèmes-là peuvent être pris en charge par des traitements prokinétiques et par des fractionnements des repas qui vont permettre d'améliorer, ces problématiques. Et enfin, il est difficile de ne pas parler de la dépression dans la maladie rénale chronique puisque comme en hémodialyse, finalement, les patients en dialyse péritonéale, pour un tiers d'entre eux, vont être atteints d'un syndrome dépressif majeur. Donc il va falloir prendre en charge cette dépression et on sait qu'on peut parfois être aidé par des traitements médicamenteux dont la mirtazapine a un effet orexigène qui peut être intéressant.
Donc vraiment, il faut se rappeler qu'au-delà de la dialyse péritonéale, on prend en charge un patient malade rénal chronique, on prend en charge un patient dans sa globalité et il est nécessaire de prendre en charge le patient dans sa globalité pour améliorer son état nutritionnel. Quelles adaptations simples, concrètes et motivantes pouvez-vous proposer aux patients pour les aider à optimiser leur nutrition au quotidien? Oui, c'est important effectivement de rester innovant et d'avoir des propositions et des forces de proposition pour, motiver les patients au jour le jour. Il y a plusieurs choses qui va pouvoir être mis en place, notamment, on l'a dit tout à l'heure, le fractionnement des repas, en cas de trouble de la vidange gastrique, de maintenir vraiment un bon équilibre hydrosodé et ça, c'est vraiment majeur avec des bonnes doses de diurétiques, éventuellement, des polymères du glucose, et bien contrôler la volémie des patients. Et enfin, il va falloir établir un contrat de soins avec les patients, pour mettre en place des adaptations nutritionnelles avant de mettre en place des interventions médicamenteuses. L'objectif, ça va être que le patient adhère à sa prescription alimentaire, que ça en devienne un nouveau mode de vie, qu'il en comprenne vraiment, les objectifs et la nécessité. Et donc le but, ça va être finalement, et c'est ça qui va le mieux marcher pour motiver les patients, de lever les contraintes. Enfin, pour conclure, Dr Bakis, d'après vous, comment intégrer ces recommandations nutritionnelles sans compromettre la qualité de vie, qui reste un objectif central pour les patients en DP? Parfaitement bien, la qualité de vie, comme l'état nutritionnel finalement, font partie de la dialyse adéquate en dialyse péritonéale et donc c'est un objectif majeur et c'est un objectif qui va permettre l'observance au long terme de ces modifications nutritionnelles et je pense donc qu'il faut vraiment sortir des recommandations et des conseils diététiques qui peuvent être restrictifs ou punitifs. Il faut promouvoir quelque chose de positif, comme par exemple des alimentations, végétalisées, comme les alimentations méditerranéennes, par exemple, qui ont plusieurs avantages qui peuvent être cités dans la dialyse péritonéale. Par exemple, on sait maintenant, ça a été montré dans plusieurs études, mais il y a une étude, qui a été bien menée et qui montre que l'augmentation, de l'apport en protéines végétales par rapport aux protéines animales améliorait, la mortalité des patients en dialyse péritonéale. En effet, chaque augmentation de 10 du ratio de protéines végétales sur animal était associée à une diminution de mortalité de 71 des patients en dialyse péritonéale. Et donc ça, c'est majeur puisque, on sait que chez ces patients en dialyse péritonéale, il faut avoir un apport en protéines qui est un peu exigeant, hein, qui est de 1,2 g par kilo par jour. Donc les protéines végétales permettent d'atteindre cet objectif, tout en diminuant la mortalité des patients. Il va aussi y avoir un avantage, des alimentations végétalisées sur le contrôle du statut phosphocalcique, puisque le phytate compris dans cette alimentation est une source de phosphate qui est moins bien absorbée que le phosphate, des autres sources alimentaires. Il va y avoir aussi un effet sur l'acidose métabolique de l'alimentation végétalisée qui va être alcalinisante et on sait bien qu'en dialyse péritonéale, la lutte contre l'acidose métabolique permet d'améliorer la sarcopénie et l'état nutritionnel des patients. On peut parler aussi, bien sûr, de l'apport en fibres de ce type d'alimentation, les fibres ayant un rôle très important sur le transit, on le sait, et le transit est une des pierres angulaires de la bonne dialyse péritonéale, puisqu'elle permet un bon fonctionnement de la technique. Enfin, on est obligé de parler un petit peu de potassium, puisque les apports en fruits et légumes sont très riches en potassium. Le problème du potassium en dialyse péritonéale, à l'inverse des autres patients ayant une maladie rénale chronique, est celui de l'hypokaliémie, qui est associé à des événements négatifs comme la péritonite et la mortalité. Et donc, ce type de régime, via son apport en potassium, pourrait corriger ce problème-là. Ce type d'alimentation pourrait donc diminuer le risque de dénutrition protéine énergétique, tout en remplaçant, je pense, des interventions médicamenteuses qui viendraient à pallier les complications de la maladie rénale chronique. Un grand merci, Dr Bakis, pour cet éclairage essentiel sur les enjeux nutritionnels en dialyse péritonéale. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode de la Minute Dialyse. À très bientôt.